Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, renforcer l'emploi des jeunes dans l'industrie hôtelière. Djibouti s'engage pour la croissance économique. Et enfin, dans l'actualité internationale, appel d'urgence de l'ONU, le Soudan en crise humanitaire a besoin d'une aide massive. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Et bien, sous le haut patronage de son Excellence Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle a organisé une réunion de consultation décisive sur les perspectives d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Cet événement significatif qui s'est tenu au Salam Tower a rassemblé des personnalités éminentes, notamment le directeur général de l'ANEFIP, M. Mahmoud Omar Guelleh, ainsi que les hauts dirigeants d'hôtels de renom tels que Kempinski, Sheraton, parmi d'autres. Des leaders politiques, des représentants d'institutions publiques et privées, des organisations internationales, des ONG ont également honoré l'occasion de leur présence. Rappelons que cette réunion de consultation s'est concentrée spécifiquement sur le secteur de l'hôtellerie avec un objectif clair, renforcer l'emploi des jeunes au sein de l'industrie hôtelière dynamique. Dans cette optique, tous les acteurs clés du secteur de l'hôtellerie opérant en République de Djibouti ont été invités à participer à cette consultation, soulignant ainsi l'importance de leur contribution. L'objectif était d'identifier et de répondre à leurs besoins de recrutement à court et à long terme. Les initiatives en collaboration entre le ministère du Travail, responsable de la formation et de la protection sociale, et l'ANEFIP ont jusqu'à présent produit des résultats significatifs. Ces efforts ont notablement amélioré la capacité des jeunes demandeurs d'emploi à se positionner sur le marché du travail en favorisant la connexion entre les acteurs du marché du travail, comblant ainsi le fossé entre les demandeurs d'emploi et les employeurs potentiels, qu'il s'agisse d'entreprises privées, de services publics et de l'emploi ou d'institutions de formation professionnelle. En abordant les défis spécifiques de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie, le gouvernement vise non seulement à créer des opportunités d'emploi, mais aussi à contribuer au développement économique global du pays. Eh bien, le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, a souligné l'engagement indéfectible du gouvernement à lutter contre le chômage des jeunes lors de son discours. Il a mis en lumière l'importance de la réunion de consultation dans la définition des opportunités d'emploi futures dans le secteur de l'hôtellerie à Djibouti. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi la grande famille de l'hospitalité djiboutienne. Et je suis particulièrement ravi de voir que vous avez répondu à l'unisson et favorablement à notre réunion de concertation. Depuis ma nomination à la tête de ce département, je me suis engagé à être à l'écoute des doléances des employeurs et des représentants des travailleurs sur toutes les questions d'intérêt commun qui touchent le partenariat en privilégiant les dialogues et la concertation. Je suis conscient que l'industrie hôtelière a tenté tant bien que mal de se réinventer après la crise, devant composer avec la réalité sanitaire et son lot de déconvenus. Les stratégies établies par le gouvernement durant cette période ont permis de protéger les emplois et de préserver la pérennité de vos activités en tant que poumon économique essentiel. La crise liée à cette pandémie est derrière nous aujourd'hui. Son impact est de moins en moins palpable. La tendance mondiale pour ce secteur est pour une reprise progressive et prometteuse. L'objectif principal de la réunion d'aujourd'hui est de dresser, dans un premier temps, un état des lieux avec votre concours, mesdames et messieurs, des aléas liés à l'employabilité dans votre secteur d'activité. Nos échanges nous permettront ensuite, dans une seconde phase, d'élaborer et adopter des politiques d'organisation des carrières et spécifiquement ciblées sur les réservoirs de compétences insuffisamment exploités que représentent les femmes et les jeunes en République de Djibouti. Et maintenant, écoutons la série de réactions recueillies par notre journaliste présent lors de l'événement. La première session de travail sur l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie.
Cette réunion a été organisée par la NEFIP avec le concours du ministère du Travail. C'était une très bonne réunion, on a beaucoup avancé et on se réjouit d'avoir les prochaines réunions pour mettre en application tout ce qui a été décidé aujourd'hui. L'atelier auquel nous étions confiés aujourd'hui était très intéressant. Il parle du secteur privé en matière d'hôtellerie. Je pense que dans notre pays, c'est un avenir, l'hôtellerie. Cependant, il y a un grand défi à relever. Les hôteliers ont démontré un peu toutes les carences qui existent et les services de l'État, le ministère, ainsi que les organismes internationaux qui apportent une assistance, ont promis que ces défis soient relevés. Donc, en tant que professionnel de longue date, je souhaiterais que tous ces problèmes qui ont été soulignés dans cet atelier soient relevés. Et nous sommes également à leur disposition. Et je pense que c'est très intéressant et qu'il faut aller de l'avant. L'objectif de cette réunion, c'était de réunir tous les hôteliers de la République de Djibouti parce que l'industrie hôtelière est en train de muter, en train d'agrandir. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train de s'ouvrir. Actuellement, à Djibouti, si je prends un ou deux exemples, par exemple, il y a un hôtel qui s'appelle Aïla Hotel qui va ouvrir dans pas longtemps. C'est un hôtel qui va générer aux alentours de 200 emplois. Il y a également, là où on a fait aujourd'hui notre meeting, le groupe Salam. Le groupe Salam a deux hôtels qui vont ouvrir, un qui se trouve à Venise, l'autre qui se trouve à côté des Moulk Center, l'autre résidence hôtel Moulk Center, les gros bâtiments très beaux. Donc c'est des hôtels qui sont là, les infrastructures sont là. Donc l'État et le ministère du Travail, en l'occurrence l'Agence nationale pour l'emploi, conjointement avec l'Agence nationale du tourisme, doivent préparer les personnes qui doivent travailler dans ces hôtels-là. L'objectif de cette journée, c'était ça, voir les hôteliers, demander les profils, demander ce qui leur manque, demander les formations qui manquent, afin que l'État, surtout le ministère du Travail et en l'occurrence l'ANEFIP, avec les bailleurs et les partenaires, puissent se préparer et répondre à cette offre d'emploi qui va venir à court terme, d'ici 4 mois ou 6 mois. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Diwan Al-Zaka qui a tenu hier au Palais du Peuple une cérémonie de distribution de la première tranche de la collecte du parrainage des orphelins de l'année 2023. Placée sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf Moumin Hassan Barre, cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des directeurs généraux du Diwan Al-Zaka, Suleiman Hussein Moussa, et ainsi qu'un parterre de ulama, les bénéficiaires, les enfants orphelins et leurs tuteurs. Le parrainage assure à travers l'appui qui tend à soutenir un orphelin, un ressercement et à la consolidation de la cohésion sociale. Le mérite revient sans aucun doute au président de la République qui a eu l'idée en 2004 de mettre sur pied un organisme chargé de la collecte des zakat et mise en œuvre du programme de parrainage d'orphelins conformément aux préceptes du droit islamique. Il convient de noter que le Diwan al-Zaka sert d'intermédiaire entre les bienfaiteurs et les différentes catégories des ayants droit légitimes à travers toute la République de Djibouti. Rappelons que la distribution de la collecte de cette première tranche s'élève à 17 400 000 francs Djibouti pour un total de 1160 enfants ménages ayant un orphelin résidant dans la ville de Djibouti et dans la commune de Balbala. Rappelons que le parrainage d'un orphelin demeure sans aucun doute un geste noble et crucial pour affermir ces liens de solidarité qui nous unissent tous, sachant que ce geste intervient après la distribution de ces cotisations saisonnières durant la semaine écoulée aux enfants orphelins dans les régions. Le représentant des grands parrains, Elmi Gboubé, a exhorté tous les commerçants et toutes les populations djiboutiennes à aider nos orphelins, surtout, et d'appuyer techniquement et financièrement la fondation Diwan al-Zaka. Écoutons un extrait. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au Palais du Peuple en tant que représentant de CAC International Bank afin de prononcer quelques mots au nom des parrains qui prennent part au programme de parrainage dont nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui cet événement important qui nous réunit aujourd'hui. L'islam, le Saint-Coran et les hadiths accordent une place de choix au parrainage
Dans notre communauté, parrainer n'est pas quelque chose de nouveau, il ne date pas d'hier. Ça a toujours été une preuve de compassion et d'entraide. Ça fait partie de notre culture. J'exhorte donc toute la communauté, tous les commerçants et toute la population djiboutienne d'aider nos orphelins et surtout d'appuyer techniquement et financièrement la fondation de Diwan al-Zakat pour leur travail remarquable au profit des orphelins. Bravo, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, au nom de notre institution CAC International Bank et de tous les parrains, j'aimerais terminer mes propos en saluant et remerciant tous les parrains, mais aussi les initiateurs de ce grand projet que sont le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, ainsi que la Première Dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, qui ont mis en place cette initiative. Jazakallah khair, qu'Allah vous récompense. Amin. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, dans son discours, le directeur général de Diwan al-Zakat, M. Suleiman Hussein Moussa, a attiré l'attention dans son discours de l'organisation de cet événement périodiquement et régulièrement depuis la création de la fondation, à l'initiative du président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh. Il a souligné que la distribution de cette première tranche de parrainage aux orphelins de la capitale intervient après l'achèvement de distributions similaires au niveau des 5 régions de l'intérieur. Cette distribution coïncide avec la rentrée scolaire et les charges qu'elle fait peser sur les parents et coïncide également avec la célébration de l'anniversaire du prophète dans les prochains jours et à ces derniers. L'occasion de l'anniversaire du prophète, paix et salut soit sur lui, parrainage des orphelins, initiative généreuse du président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, en 2007, confirme le directeur général du Diwan al-Zakat. من قبل فخامة رئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمر جيلي في بيتي في 2007 a saisi cette opportunité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République et au ministre des Affaires musulmanes pour leur soutien inlassable du programme de parrainage d'orphelins. Il a souligné que le Diwan al-Zakat cherche à augmenter le nombre d'orphelins parrainés et à renforcer la coordination avec les associations caritatives et les organisations humanitaires, en particulier dans le projet de parrainage d'orphelins, afin d'étudier les moyens de développer les affaires des parrainés en utilisant des techniques de technologie moderne. Eh bien, pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des biens, Warf, a prononcé un discours lors de cette cérémonie de distribution dans lequel il a affirmé que le parrainage d'orphelins fait désormais partie des valeurs de la société djiboutienne, de la politique sociale menée par l'État et qu'il s'agit là d'initiatives humanitaires lancées depuis ses débuts sous le généreux patronage du président de la République, M. Ismail Omar Guelleh. Le programme de parrainage des orphelins est devenu un des programmes sociaux les plus importants mis en œuvre par le Diwan al-Zakat du ministère et l'un des objectifs est d'aider les orphelins à poursuivre leur étude. Le ministère des Affaires islamiques a également évoqué, d'autre part, l'attention portée par la religion musulmane, l'éducation et la prise en charge des enfants orphelins en exhortant les actionnaires du programme de communauté à engager, verser leurs contributions, que ce soit mensuellement, semestriellement ou annuellement. Cette participation volontaire vise à apporter un soutien et des soins aux orphelins et à subvenir aux besoins nécessaires à leur éducation, ce qui est le moins qui puisse être fourni pour ce segment, a affirmé le ministre. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a tenu à l'hôtel d'Escale ce matin au lancement de la mise en œuvre du plan d'action du schéma directeur national du secteur informel. La table ronde sur le secteur informel a vu la participation des représentants des systèmes des Nations Unies, le secrétaire général du ministère des Finances, ainsi que les responsables des différents ministères concernés. Rappelons l'objectif de la réunion est de contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance du secteur en vue de promouvoir la création d'emplois, le développement d'exploitation pour les femmes et les jeunes. Cette table ronde
tombe à un point nommé car le secteur informel étant souvent confronté à des défis complexes car il nécessite une approche coordonnée, des ressources supplémentaires pour maximiser son potentiel positif tout en atténuant les effets néfastes. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui on puisse avoir une stratégie qui va vraiment œuvrer sur le développement, sur la lutte contre le secteur informel. En réalité, le secteur informel est plutôt une bonne aubaine pour les économies africaines parce que tous ceux qui ne sont pas captés dans la légalité, parfois c'est un foisonnement de créativité. Et c'est des gens qui se débrouillent, qui arrivent à sortir de la difficulté. Au lieu de les freiner, c'est plutôt les accompagner pour qu'ils puissent émerger et être des sociétés ou des entreprises qui peuvent servir et participer à la création de la richesse. Nous avons quand même, au niveau de notre stratégie de développement, pris en compte les préoccupations de ces acteurs-là. Généralement, ce sont des jeunes et ce sont des femmes. Et nous avons pas moins de 3 projets qui sont aujourd'hui, qui travaillent là-dedans. Donc c'est déjà pris en compte dans tous les projets qui existent. Mais ce qui est bien, ce qu'aujourd'hui peut-être il faut qu'on puisse coordonner les activités et les interventions de ces projets-là. Et nous avons aujourd'hui un cadre et un mécanisme qui peut piloter cela. Mais nous avons besoin d'une coordination. Et je pense que cette stratégie et l'action du ministère du Commerce peut servir des plateformes qui vont servir de coordination pour le développement du secteur de l'informel et du secteur privé dans sa globalité. De son côté, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsame Dirie, a souligné que son département est pleinement engagé à la concrétisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont le cheval de bataille est la création d'emplois et la réduction des inégalités pour les plus vulnérables. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde. Nous allons procéder au lancement et à la mise en œuvre de plans d'action issus du schéma directeur national du secteur informel. Les diagnostics élaborés par le ministère du Commerce et du Tourisme avec l'appui du cadre intégré renforcé a permis de mesurer l'ampleur du secteur informel dans l'économie djiboutienne. Le secteur informel est une composante essentielle de notre économie. Il englobe une multitude d'activités allant du petit commerce, de l'artisanat à la prestation de services. Et il emploie également des milliers de nos concitoyens. Cependant, il est également confronté à des défis importants tels que la vulnérabilité économique et le manque d'accès aux services essentiels. Le plan d'action du secteur informel que nous nous apprêtons à mettre en œuvre a été élaboré de manière participative en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les représentants du secteur informel lui-même. Il vise à créer un environnement propice à la croissance et à la formalisation progressive de ces activités en offrant des opportunités d'emploi décents, en renforçant la protection sociale et en favorisant l'accès au marché et au financement pour développer leur activité. Mesdames et messieurs, l'une des raisons de la méconnaissance du commerce informel est le manque de données et la complexité à recenser les entreprises qui évoluent dans ce secteur. Mon département a pu se doter en 2020 d'une base de données qui a contribué de manière significative à une planification économique plus éclairée et à la formalisation d'actions adaptées au contexte local. C'est l'appel à la prière, nous retrouverons tout juste après. C'était l'appel à la prière, nous revenons tous dans notre journal où nous étions. L'ANCI a inauguré ce matin un centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques qui est le DigiCert, Djiboutian Computer Emergency Response Team, à l'hôtel Plaza. Cette inauguration a été présent le secrétaire général du gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information, le directeur du système d'information de l'ANCI, le chef de service de la DSI, l'ANCI, est responsable du DigiCert. Rappelons que le DigiCert, sous son acronyme Djiboutian Computer Emergency Response Team, est une entité gouvernementale hautement spécialisée qui a pour mission de lutter contre les cyberattaques
en aidant les différentes parties prenantes à renforcer leur niveau de sécurité. Parmi ces missions, détecter et gérer les incidents de sécurité informatique menaçant le système d'information du gouvernement et les infrastructures critiques, assurer la coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes, surveiller les nouvelles techniques d'attaque, les outils malveillants, les menaces alertes, les parties concernées, développer la sensibilisation et la formation pour les entreprises publiques, privées et le grand public. Cette démarche stratégique est alignée sur la vision 2035 de notre pays qui aspire à devenir un hub majeur dans le domaine économique numérique. Cependant, à mesure que notre économie se numérise, les cyberattaques évoluent en complexité, ciblant spécifiquement les infrastructures essentielles d'une nation, y compris ses services publics et ses systèmes vitaux. Il s'agit là d'une étape cruciale pour assurer un cyberespace fiable, jetant ainsi les bases solides nécessaires au déploiement d'une économie numérique florissante. Au cours de cette inauguration, le responsable du centre a expliqué en détail les façons dont ce nouveau système fonctionne afin de pouvoir répondre aux défis que le pays rencontre au niveau des cybersécurités. Pour clôturer cette inauguration, une photo de famille a été prise. Tout à fait autre chose, le médiateur de la République, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est déplacé ce matin à PK12 pour une rencontre fructueuse et florissante avec la population du quartier, qui a répondu présent à l'appel et à l'invitation pour une thématique qui les interpelle et les inspire. Une fois arrivé, le médiateur de la République a sans plus tarder souligné le rôle et la mission du médiateur, et suite à laquelle le médiateur a rappelé les avantages tout comme les inconvénients de la révolution numérique, notamment l'accès à l'information, les interactions sociales, la disponibilité des programmes scolaires, l'apparition de la vente en ligne qui facilite la vie de tous les jours de nos concitoyens. Rappelons que la médiature a pour but l'amélioration par son action des relations des citoyens avec l'administration, ou autrement dit les relations de l'administration et de l'administré. Les officiers se sont joints dans l'idée de préserver la paix sociale, consolider l'unité nationale en combattant le discours de haine et de discrimination sur les réseaux sociaux, dont d'une importance capitale. Nous préservions notre objectif premier, la préservation de la paix et surtout le renforcement de la cohésion sociale. Première, donc on a décidé de commencer ici par BK12, par la suite on ira à Djibouti-Ville, etc. Et nous essayerons de partager, de passer ce message à travers toute la République de Djibouti. De son côté, le médiateur de la République, M. Moumoun Hamechère, a dans son intervention précisé que la manipulation de l'information, la désinformation, la diffamation sont un délit qu'il faut à tout prix condamner car cela a un impact sur la cohésion sociale. Il a souligné qu'il s'agissait de là d'une sensibilisation sur l'importance que revêt de promouvoir la cohésion sociale à travers la liberté d'expression, un débat public florissant qui sont malheureusement menacés par les médias sociaux qui restent un véhicule majeur dans la diffusion des discours de haine à une vitesse sans précédent. Madame Nasr Madgaba, de sa part, souligne l'objectif d'une personne qui véhicule des messages haineux dans les réseaux sociaux et dans toutes les cibles déshumanisées d'attaques et des personnalités publiques ou des citoyens ordinaires. Il y a une urgence, a-t-elle dit, une nécessité absolue de mettre une plateforme susceptible de renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale et faisant multiplier ces assises similaires pour créer une république et une indivisible et un Djibouti plus solidaire et plus prospère, a-t-elle conclu. Les participants ont leur côté opté pour une rencontre similaire et un débat florissant plus grandiose dans un proche avenir. Sport, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la qualification de Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024, les gazelles djiboutiennes séjournent à Togo où elles auront l'occasion de jouer contre ses homologues de ce pays. Afin de mieux préparer cette rencontre, l'équipe nationale féminine a débuté hier après-midi ses séances d'entraînement au Kigou Stadium de Lomé, sous la direction du sélectionneur Mohamed Abdelrahman Mahmoud et de son adjoint Mohamed Idriss Ahmed, sous la supervision du chef de la délégation. Nos gazelles vont affronter ce vendredi la sélection togolaise dans le cadre du match préliminaire des qualifications de CAN féminine Maroc 2024. Si nos gazelles réussissent à se qualifier pour la deuxième tour, elles affronteront ensuite le vainqueur du match côté Côte d'Ivoire et la Tanzanie. Pour l'édition 2024, 40 nations participeront aux phases de qualification. Pour rappel, 3 sélections africaines sont qualifiées d'office à la phase finale. Il s'agit là du Maroc en sa qualité de pays hôte, l'Afrique du Sud en tant que championne en titre et la Zambie qui avait décroché la médaille de bronze lors de la dernière édition.
On est venu hier au Togo. Le trajet était un peu trop fatigant. Mais heureusement, on a récupéré aujourd'hui. On s'est entraîné durant 3 mois pour essayer de dépasser le premier tour de la qualification pour la CAN 2023, 2024 qui se déroulera au Maroc. Comme vous le voyez, les joueurs sont attaqués, ils sont prêts, Inch'Allah, pour jouer contre l'équipe togolaise, qui sont pas mal aussi, qui se sont qualifiés pour l'année dernière pour la première fois à la CAN. Du coup, on les a analysés, on va encore les analyser. Inch'Allah, on va essayer de se préparer du mieux possible pour essayer de ramener un bon résultat. Inch'Allah, Djibouti. Et je vous le dis dans le titre, l'ONU a convoqué le gouvernement de l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar ainsi que l'Union Européenne et l'Union Africaine appelant un soutien accru à l'action humanitaire alors que les voisins du Soudan font face à un afflux constant de réfugiés et de rapatriés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau de coordination des affaires humanitaires, les Nations Unies, des millions de personnes, en particulier de Khartoum, au Darfour et au Kordofan, n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau et à un abri, à l'électricité, à l'éducation ou aux soins de santé. Les taux de malnutrition sont en hausse, laissant présager des décès prématurés pour 700 000 enfants soudanais souffrant de malnutrition aiguë et sévère. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.